Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Une rencontre qui va nous faire voyager aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir Cynthia Kasparian. Bonjour Cynthia. Bonjour. Alors ton histoire à toi, elle commence au Liban, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis née au Liban en 1985 et je suis arrivée bien plus tard en France, 24 ans plus tard. Comment c'est de grandir au Liban ? Quels souvenirs t'en as ? C'est des souvenirs très riches et très contradictoires, disons. Parce que je me souviens quand j'étais petite, il y a des souvenirs de guerre, donc d'angoisse, mais en même temps des souvenirs en pleine nature, tout librement avec ma cousine, mon frère. Après, il y a aussi des souvenirs d'odorat, beaucoup de souvenirs d'odeurs, de superbes odeurs, que je retrouve plus aujourd'hui d'ailleurs. Et ouais, comment ça s'est passé quand t'es arrivée en France à 24 ans ? Au fait, c'était un peu naturellement, vu que j'ai suivi une école francophone. Donc, un peu dans mon parcours, je me disais un jour, je vais faire un master en France, juste comme ça de passage. J'avais un peu cette vue d'aller découvrir un autre pays, une autre culture, de voir autre chose. Et mon frère était venu quelques années avant moi, donc ça me donnait envie, au fait, de faire ce cap. Et quand je suis venue, au fait, je suis francophone. Au Liban, on étudie aussi l'histoire de la France, donc c'est pas complètement dépaysant, mais c'est quand même super nouveau, au fait. On doit réétudier tous les codes sociaux, aussi trouver sa place, garder, parce qu'on peut pas changer complètement. Donc j'avoue que la première année, c'est comme on dit, c'était un changement radical, complètement. Et ensuite, c'est devenu ultra enrichissant. Parce que j'ai trouvé au fur et à mesure que je gardais la part que j'aimais bien de moi, de mon vécu au Liban. J'arrivais à m'en débarrasser de ce qui me plaisait moi et que du coup, je commençais à intégrer au fait ce qui me plaisait de mon vécu en France. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai commencé à me construire cette biculturalité, bi-identité que j'intègre entièrement aujourd'hui. Parce que, comme je dis, au fait, j'ai un tiers de ma vie en France, 2 tiers au Liban. Donc, dans mon identité, il y a un peu tout ça, au fait, qui fait qui je suis aujourd'hui. Quand tu as commencé tes études en France, c'était pour te diriger dans une carrière plutôt audiovisuelle, c'est ça ? Qu'est-ce qui te plaisait dans ce milieu-là ? Oui, exactement. Au fait, disons vers mon adolescence, déjà je voyais beaucoup de films, d'accord, mais je trouvais que mon seul moyen d'expression, c'était vraiment les images et les sons. Et à travers des images et des sons, j'arrivais à exprimer ce qu'il y avait au plus profond de moi. Et c'est comme ça que je me suis dirigée vers des études d'audiovisuel au Liban. Et ensuite, donc, quand j'ai décidé de me dire, je vais découvrir quand même ailleurs, en France, comment ils font, comment ils s'expriment, parce que aussi c'est un moyen de communication, en fait, les images et les sons. Et c'est là où je suis arrivée en France que j'ai découvert justement cette façon complètement différente de communiquer à travers les images et les sons. Et j'ai continué ça pendant 15 ans, 15 ans au total. Parce que ça s'arrête jamais, au fait. Aujourd'hui, je dis c'est un peu une sorte de pause, mais ça s'arrête jamais vraiment. C'est que c'est comme un moyen de communication, au fait. Quand on choisit son moyen artistique, c'est un moyen de communication, comme quand on écrit ou qu'on parle. Donc, voilà. Ça aussi, ça fait partie de ton identité ? Oui, totalement. Oui, totalement. Totalement. C'est pour ça que je dis que c'est pas comme une carrière. On dit j'ai travaillé pendant 10 ans dans telle société. C'est pas une carrière, en fait. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'être dans le monde et c'est une façon de percevoir le monde, en fait. Donc aujourd'hui, quand je suis ici, je sais qu'il y a des images qui me marquent, des sons qui me marquent, qui me restent. Et peut-être qu'un jour, je les mettrai sur papier et quand j'en ferai quelque chose, que j'écrirai la même histoire ou peut-être toute une autre histoire, mais avec ce qui m'a marqué aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais passer à travers les films, les courts-métrages que tu as réalisés ? Principalement une perception propre, justement, qui est la mienne, mais qui se partage avec plein d'autres. Et
Oui, ça serait difficile de le dire en mots, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que j'ai choisi les images. Les images et les sons, exactement. C'était déjà un peu proche de l'entrepreneuriat, non ? D'avoir un peu une sorte de société audiovisuelle, parce que tu étais un peu à ton compte quand même. Totalement. Je me rendais pas compte du tout, au fait, comme je voyais plein de gens autour de moi qui sont dans l'entrepreneuriat au Liban, parce que c'est, par la force des choses, c'est assez fréquent. Et je me disais, ah non, pas du tout, c'est pas moi. J'étais persuadée que c'était pas moi. Alors que je le faisais au quotidien, parce qu'au fait, l'entrepreneuriat, au final, c'est quoi ? C'est avoir une idée, de la porter de zéro jusqu'à sa création, jusqu'à sa production, et jusqu'à rencontrer les clients. Et c'est vrai que dans l'audiovisuel, c'est pas vraiment des clients, mais c'est au fait une idée. Donc une idée de zéro, comment on la concrétise, comment on la produit et comment on la présente aux autres. Donc oui, totalement, c'est le même parcours au fait. Tu disais tout à l'heure, en ce moment, c'est un peu une pause. Cette pause, elle vient avec la naissance de ta fille, c'est ça ? Tes priorités à ce moment-là, elles changent un peu ? C'est un mélange de la naissance de ma fille, de l'explosion à Beyrouth, parce qu'au fait, ma fille est née il y a 6 ans. Et donc, c'était une idée. Au fait, quand ma fille est née, je lui ai naturellement parlé en arabe. Après, c'est là que les questions commençaient à se poser. Je me disais, mais je suis en France, elle est française, mais je ne me sens pas lui parler autre que l'arabe. Ça fait partie c'est ma langue maternelle. C'est pas pour rien qu'on utilise ce mot langue maternelle, au fait. Donc, c'est la langue du cœur, comme je dis. Et c'est là où j'ai commencé à essayer de trouver tous les supports, que ce soit des livres, des comptines, des jeux, pour pouvoir accompagner cette transmission pour ma fille. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de jeux, qu'il y avait beaucoup de livres, de plus en plus, de super livres. Il y a pas mal de comptines, des vidéos, mais bon, je ne faisais pas vraiment regarder des vidéos. Et c'est là que l'idée m'est venue de me dire, pourquoi je le fais pas moi-même ? Mais c'est vrai que ça a encore traîné un tout petit peu. Donc ça, c'était il y a 6 ans. Et après, il y a 3 ans, avec l'explosion de Beyrouth, j'avais du mal à reprendre ma caméra pour, voilà. Je pense que ça reviendra. Et c'est là où je me suis dit, au fait, t'avais cette idée, tu te lances. Et en me lançant, en faisant des recherches, donc j'ai fait des essais au fait pour ce jeu. J'ai fait avec de la pâte à modeler, j'ai fait mes propres supports, des dessins. Et c'est là où je me suis rendu compte que, au fait, avec cette explosion, une part de mon histoire est morte, mais il y avait une autre création avec. Et que en faisant ce jeu, j'essayais de transmettre encore plus mon amour à ma culture, qui est l'arabe, principalement. Alors, aujourd'hui, ta société, c'est Hikayat. C'est donc des jeux éducatifs pour apprendre aux enfants la langue arabe, c'est ça ? Comment est-ce que tu façonnes ces jeux ? Comment tu les crées ? Comme je disais tout à l'heure, c'est avec des essais. Et surtout avec ma fille. Donc, c'est la première testeuse. Oui, exactement. Et elle est à domicile. Exactement. Et moi, je l'observe, au fait, et je discute énormément avec elle. Elle sait très bien que je fais Hikayat et dans quel but. Et du coup, je discute avec elle, je vois ce qui lui manque. Donc, je vois quand elle bloque, par exemple, sur cette transmission, quand elle refuse de continuer à parler l'arabe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de reparler cette langue ? Et justement, là, je me suis rendu compte que c'est vrai que je lui parlais l'arabe au quotidien et qu'elle parlait principalement l'arabe jusqu'à ses 3 ans. Mais ensuite, quand elle a sociabilisé, donc à l'école, elle jouait en français. Donc finalement, c'est le français qui a complètement pris le dessus. Et là, je me suis rendu compte qu'au fait, elle avait besoin de rêver, de s'amuser et de rire en arabe. Et pas juste d'échanger sur le quotidien, des choses communes. Et c'est là où je me suis dit, au fait, il faut que je crée un jeu, que ça pas simplement de l'apprentissage, mais qu'il soit un moment où elle peut vraiment rêver, transmettre ses émotions, ses inquiétudes. Et donc, parce qu'au début, au fait, c'était tout simplement par rapport à l'écriture. Je me disais comment on va apprendre cette langue pour l'écrire. Et c'est avec elle que j'ai créé ce jeu. Donc, j'ai commencé avec les pâtes à modeler. J'ai vu que tout ce qui était tactile et sensoriel, ça lui parlait énormément. Et donc, elle l'utilisait pour plusieurs déclinaisons. Et c'est de là que m'est venue l'idée qu'au fait, je ferais principalement des jeux à multi-usage et jamais un jeu qu'on utilisera une fois. Parce qu'elle avait, par exemple, les puzzles pour les lettres latines, mais au fait, elle utilisait une fois et ça s'arrêtait là, ça l'intéressait plus. Parce que, bon, elle utilise à ce passage-là où elle découvre la forme de la lettre, mais c'est tout. Une fois que c'est appris... Exactement, ouais. Ça n'a plus de sens. Et c'est là où je me suis dit, au fait, il faudra peut-être que je trouve un moyen que ce jeu l'accompagne à différentes étapes, que ça soit de la toute découverte jusqu'à l'acquisition. Et aujourd'hui, t'en es où du développement de ce projet ? Je viens tout juste lancer. Là, j'arrive au studio et je suis en train de lancer mon jeu.
La fabrication ? Non, la vente. La fabrication. Non, la fabrication est faite. Ouais, elle a été faite. Ça a été l'étape la plus longue, au fait. C'est l'étape qui a pris environ 1 an et demi. Depuis que j'ai le dessin, mais jusqu'à la sortie, ça a pris 1 an et demi. Et aujourd'hui, vous pouvez entrer sur le site et commander le jeu. Et je serai sur quelques marchés et pop-up stores pour cela. Qu'est-ce qui a été le plus dur ? C'était de trouver l'idée, le bon jeu adéquat, ou finalement de trouver le fabricant qui allait mettre en pièces ce jeu ? Oui, curieusement, c'était ça. Je m'attendais pas du tout au début. Au fait, comme moi, je viens d'un background créatif, donc je me disais, ok, c'est l'étape de création. Et une fois que c'est créé, on passe à autre chose. Au fait, la fabrication se passe un peu naturellement, mais au fait, pas du tout. Dans la fabrication d'un produit, je me suis rendu compte que le plus difficile, c'est de trouver le fournisseur. Donc, que ce soit l'étape de trouver qui sont les bons fournisseurs avec qui communiquer. Ensuite, de trouver les bons fournisseurs qui vont comprendre et faire le bon résultat. Ensuite, de trouver le bon prix. Aussi, de trouver le fabricant qui va aussi suivre les valeurs que j'ai. Donc, c'est une étape qui a pris 1 an et demi. Et aujourd'hui, t'es contente de ton produit ? Ah oui, sinon je l'aurais pas sorti. C'est vrai, t'aurais fait machine arrière. Ah oui, non, au fait, j'ai déjà eu des prototypes, j'ai déjà communiqué avec des fabricants, ça devait être à la vente il y a justement 1 an, parce que j'avais juste envie de le lancer, mais c'était pas à la hauteur de ce que je voulais, donc j'ai tout reporté. Donc, ouais, non, je l'aurais pas sorti si j'étais pas satisfaite à 100%. C'est quoi ta vision de la détermination, ta définition ? La détermination, je pense que la détermination, c'est quand tous les facteurs font que vous n'allez pas y arriver, mais que vous savez que si, et que les obstacles, c'est pas que vous les surmontez peut-être, mais que vous recréez d'autres chemins pour arriver à votre but. J'ai vu que tu étais coordinatrice Île-de-France pour les déterminés. Comment est-ce que tu arrives à trouver le temps pour ça, en étant maman d'une petite fille, en développant ton entreprise ? Au fait, le travail avec les déterminés, il est un peu complémentaire avec mon travail avec ma société. Donc, quand je travaille avec eux, c'est comme si j'enrichissais ma personne d'entrepreneur dans ma société. Et suivre ces entrepreneurs pendant 6 mois avec leurs questionnements, leurs besoins, j'ai l'impression que ça m'enrichit aussi. Au fait, ça m'enrichit autant. Ça te renvoie à tes propres questions ? Exactement. Et ça me renvoie... Au fait, on échange énormément et je suis persuadée, depuis mon expérience avec les déterminés, que c'est dans l'échange du groupe, dans cette intelligence collective, qu'on évolue le mieux. Qu'est-ce que tu souhaites que ta fille, elle retienne de cette expérience entrepreneuriale quand elle sera grande ? J'aimerais qu'elle retienne surtout que rien n'est impossible, qu'on peut toujours se recréer et toujours aller vers de nouveaux chemins, tant que nous-mêmes on l'a décidé. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est une façon de répondre à une problématique à laquelle finalement on n'a pas de réponse et que c'est finalement quelque chose de très personnel ? C'est-à-dire c'est souvent quand on a un problème personnel, comme c'est ton cas, et qu'on décide, bon gré, mal gré finalement, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, en tout cas, ça a été mon vécu. Exactement. Vous avez très bien décrit mon vécu. C'est que, justement, comme je viens de la création, je pense que j'ai toujours eu cette approche, cette perception dans le monde. C'est qu'il y a quelque chose qui te manque ou tu veux communiquer quelque chose, tu le crées toi-même et tu le partages. Donc, totalement. C'est ça ma vision de l'entrepreneuriat, effectivement. C'est que tu peux tout créer et le partager. Tu vas sûrement avoir une écoute ou une attention pour ça. Toi qui rencontres beaucoup d'entrepreneurs, quel message est-ce que tu souhaites faire passer à ceux qui nous écoutent ? C'est simple et en fait, je dirais juste aie confiance en toi et fais-toi énormément entourer par des personnes qui te feront confiance en toi parce que c'est la seule chose qui nous manque vraiment pour se lancer en vrai. Et on a besoin de la reconnaissance et de l'approbation de personne autre que soi parce que si nous, on ne se le donne pas, personne ne nous l'offrira. Merci beaucoup Cynthia Kasparian d'avoir été l'invitée de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, eh bien foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous aussi, soyez déter.